Avant de donner la parole à Claudine Bichet sur cette communication donc, du rapport de la Chambre régionale des comptes sur notre caisse de crédit municipal de Bordeaux, pour dire que le rapport est sévère. Les critiques sur la façon dont a été géré, j'ai envie de dire à son époque, c'est-à-dire avant que nous arrivions, le crédit municipal de Bordeaux, sont préoccupantes. Sachez que depuis, j'ai eu l'occasion de le dire déjà, mais je le redis ici, avec Claudine Bichet et avec l'ensemble des membres du COS, du Conseil d'orientation et de surveillance, nous travaillons beaucoup sur ce dossier depuis notre installation. Nous avons été, le mot n'est pas faible, sommés de la part déjà de l'autorité de contrôle prudentiel et également par la Cour des comptes de redresser une situation. Le 9 décembre dernier, nous avons donc reçu le rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été rendu public. Et donc, je vais vous le restituer formellement au Conseil municipal comme le prévoit la loi. Déjà, pour rappel, le Crédit municipal de Bordeaux a plus de 2 siècles d'existence. Il a été créé en 1801. Il s'appelait à l'époque Mont-de-Piété. Il détient aujourd'hui 12 agences sur le territoire français par rachats successifs. Il s'agit d'un établissement de crédit public à caractère communal. Donc la ville de Bordeaux est l'actionnaire unique du crédit municipal. Son objet est social, ce qui a manifestement été oublié ces dernières années. Et c'est la raison pour laquelle les caisses ont été créées pour lutter contre l'exclusion financière en facilitant l'accès au crédit des personnes défavorisées. Les crédits municipaux se sont vus confier le monopole du prêt sur gage. Alors, qu'est-ce qu'un prêt sur gage ? C'est un prêt accordé en contrepartie du dépôt d'un objet de valeur. Le rapport commence par souligner la mise en œuvre d'une stratégie à compter de 2016, qui a fait suite en fait à l'arrivée d'un nouveau directeur général. Une stratégie, je cite, inconciliable avec l'objet social d'une caisse de crédit municipal. En effet, cette stratégie qualifiée de téméraire dans le rapport, mise en place extrêmement rapidement, en 6 mois, était axée sur la commercialisation de nouveaux produits tournés, en l'occurrence, vers une clientèle détenant des actifs de valeur. Et l'objectif, c'était de faire croître le PNB, produit net bancaire, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires des banques, de 5% par an au bout d'1 an. La Chambre relève le fait que c'était pas possible pour un crédit municipal de mener ce type de stratégie. Ensuite, le rapport pointe, dans un chapitre très long, très détaillé, ce qui a rendu possible la mise en œuvre de cette stratégie, à savoir une importante défaillance de la gouvernance, qui pointe spécifiquement l'absence des élus. À noter que ça a été un des griefs retenus par l'ACPR et qui nous a valu un blâme et une sanction financière. Je cite le rapport. « L'absentéisme des membres élus était trop élevé, 70% en moyenne. Les maires de Bordeaux n'ayant participé qu'à 2 séances du COS sur les 24 organisées entre 2014 et 2019. » Je continue de citer. En conclusion, tous les documents analysés confirment que jusqu'en mai 2020, le COS n'a pas joué collégialement le rôle que lui assigne la législation en matière de stratégie et de contrôle, en raison en particulier d'un investissement insuffisant de ses membres élus. Par ailleurs, le rapport pointe le fait que le conseil municipal a été insuffisamment informé de l'organisme. Maintenant, je vais poursuivre avec l'ensemble des faits qui sont relevés concernant les nouvelles activités déployées par le crédit à compter de 2016. À commencer par les prêts sur gage haute valeur. Alors, un prêt sur gage, je vous ai expliqué ce que c'est. En moyenne, au crédit municipal, c'est une valeur de prêt accordé de 675 €. Ici, on se parle de prêts sur gage haute valeur, comme leur nom l'indique, qui, en moyenne, s'élevait à 1 million d'euros. Je vais maintenant passer à la deuxième grand type d'offres qui ont été développées pendant cette période. Il s'agit des prêts patrimoniaux. Alors, quand le crédit municipal en fait des prêts, jusqu'à présent, donc c'est des prêts personnels, des prêts à la conso. La limite maximale, c'est 75 000 €.
Là, on se parle de prêts patrimoniaux adossés à des hypothèques immobilières ou adossés à des droits, comme des droits SACEM. Au total, en 2020, c'est 26 prêts patrimoniaux qui étaient encore présents dans les comptes du crédit, avec un encours total de 15 millions d'euros. Fait extrêmement important, 94% de l'encours est remboursable in fine. Qu'est-ce que ça veut dire in fine? Ça veut dire que 100% du capital prêté est remboursable à la dernière échéance. Autant dire que le risque est maximal, puisqu'on peut se retrouver avec des prêts pour lesquels les intérêts ont été versés tous les mois, mais avec un risque, bien sûr, que le capital total ne soit pas remboursé à la fin. Seconde irrégularité pointée dans le rapport réside dans l'application du mauvais taux d'usure. Ce qu'a fait le Crédit municipal, c'est qu'il n'a pas appliqué le bon taux, tout simplement. Il a appliqué un taux qui est normalement utilisé pour les prêts de crédit à la consommation. Connu par la Direction générale depuis 2017, cette erreur répréhensible pénalement n'a jamais été arrêtée. Enfin, le rapport pointe un dernier prêt qui a failli être octroyé, un prêt patrimonial de 8,7 millions d'euros, qui équivaut à un quart des fonds propres du crédit, qui a été présenté au COS, parce que cette fois-ci, ils étaient obligés de présenter au COS l'offre, parce que c'était supérieur à la limite de contrepartie. Ça représentait en fait une proportion des fonds propres tellement importante qu'il fallait donc avoir la validation du COS. C'est donc ce qui a été fait le 10 avril 2019. Maintenant, j'en arrive à d'autres types d'activités. Tout d'abord, il y a eu des tentatives de partenariats internationaux qui ont été mis en place. Un premier avec 2 fonds d'investissement luxembourgeois, le second avec des banques allemandes. Les objectifs de ces partenariats sont assez flous, mais ils visaient globalement à permettre au crédit d'y loger une partie de sa trésorerie et à développer des démarches commerciales conjointes. Quatrième volet de cette stratégie plus que téméraire, un dispendieux volet immobilier, constitué de l'acquisition d'une maison destinée à abriter le logement de fonction du directeur général, une rénovation profonde du siège de plus de 5 millions d'euros TTC et de la constitution d'une filiale foncière. Le point que je relèverai principalement, c'est bien sûr l'acquisition de la maison destinée à abriter le directeur général, puisqu'elle faisait suite à des travaux importants menés dans le logement de fonction qui est situé au siège du crédit, et que ces travaux avaient déjà coûté près de 100 000 euros au crédit municipal, et à ça est venu s'ajouter donc l'achat de la maison de 749 000 euros. Certaines rémunérations ont d'ailleurs connu des évolutions particulièrement rapides. Après à peine une année de présence, la rémunération brute annuelle du DGA, nommée en juillet 2016, a ainsi été revalorisée de 43,5% au moyen d'un simple avenant sans information du COS. Les pertes financières, elles sont là depuis 2 ans. Depuis 2 ans, en fait, on n'a plus de résultats. On a eu même un résultat négatif en 2020. Ça va se poursuivre 2021, 2022. Nous savons que nous n'aurons pas de résultats. Ça sera à 0. Et compte tenu du fait que pour relancer l'activité, il faut environ tabler à minima sur 3 ans, je pense que sur l'ensemble du mandat, les résultats ne retrouveront pas les niveaux que nous avions connus auparavant. Au total, c'est 8,7 millions de provisions qui ont été passées sur l'ensemble des activités douteuses. 8,7 millions d'euros. Oui, on peut dire que la caisse a été cramée. Le contexte social est très difficile. Les agents sont globalement très meurtris par ce qui s'est passé. Ils se sentent trahis, victimes d'une stratégie qui n'a profité qu'aux principaux dirigeants. Et puis le CCAS, j'en terminerai par là, c'est 2,4 millions d'euros qu'on sait qu'on n'aura pas, 3,6 millions d'euros sans doute sur le mandat que le CCAS n'aura pas. Donc la perte est certaine pour la ville qui compense bien évidemment ces pertes. Nous avons désigné un nouveau directeur général, nous avons arrêté toutes ces offres et activités
complètement exotique. Nous avons réorganisé, remis à plat l'ensemble des procédures de contrôle, formé le personnel, c'est bien sûr toujours en cours, formé les membres du COS, régulariser tous les manquements RH, réviser à la baisse le projet d'investissement du siège, même si des travaux s'avèrent nécessaires, arrêter les projets de rachat d'agences en France, il y avait encore des projets quand même de racheter Roubaix et Boulogne, mis en vente la maison de l'ancien DG et j'en passe. Je reprendrai ce que dit la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes qui parle de pratiques irrégulières. C'est la Cour des comptes qui parle de défaillance. C'est la Cour des comptes qui parle d'absence chronique des élus, dont le président, vous-même. C'est la Cour des comptes qui parle d'absence de contrôle. Vous considérez que c'est des petites erreurs que vous auriez commises? Non, les propos, ce sont ceux employés par la Cour des comptes. Donc écoutez, parfois à force d'être hors sol, on est un peu hors jeu, Monsieur Florian. Nous allons nous battre pour sauver cet établissement de cette très mauvaise passe. Il y a du travail. Je le rappelle, les salariés sont heurtés, se sentent trahis. Il y a un énorme travail à mener maintenant.